comment j'en suis arrivée en fait à faire une vidéo sur une claquette? C'est la question. Il se trouve qu'en fait quand j'ai acheté des Birkenstock, donc aux alentours de 2019, Arte a sorti une programmation qui s'appelait l'été de la liberté, dans le cadre de laquelle un reportage sur l'historique de la Birkenstock avait été mis en ligne. Et bien que ce reportage n'est plus disponible aujourd'hui, je me suis dit que c'était quand même intéressant d'avoir placé cette sandale en particulier dans cette programmation sur la liberté en particulier. Et je me suis dit que du coup j'allais essayer dans cette vidéo de recompiler tout ça pour essayer de comprendre en fait comment historiquement et philosophiquement en fait une telle sandale pouvait être une figure potentielle de liberté et d'émancipation. Vous l'aurez compris, c'est une vidéo d'été, on va suranalyser nos claquettes, on va passer un bon moment. Prenez un thé glacé, c'est parti. Je pense que la première dimension qui est assez évidente pour tous, c'est la dimension de liberté couplée au confort que procurent les Birkenstock. Puisque la Birkenstock est une chaussure orthopédique. Du coup, petit historique. Si la famille Birkenstock pratiquait déjà la cordonnerie au XVIIIe siècle, la semelle orthopédique caractéristique de la Birkenstock, qui est encore aujourd'hui la même, a été créée en 1896 par Conrad Birkenstock. Et ensuite, en fait, la véritable Birkenstock comme on la connaît aujourd'hui, elle a été inventée pour la première fois en 1963 avec le modèle Madrid. Donc c'est le modèle à une bride que j'avais genre en 3 modèles quand j'avais 10 ans. Je ne souhaite pas produire de déclaration sur ce sujet. Et c'est en fait en 1973, donc 10 ans après, qu'a été créée la fameuse Birkenstock Arizona. Donc la Birkenstock a 2 brides, qui est aujourd'hui le modèle le plus vendu de la marque Birkenstock et qui, pour votre information, est disponible en 177 modèles sur le site internet. N'hésitez plus. Cette chaussure, elle était quand même de base portée surtout par les personnels médicaux. Donc c'était pas un enjeu de mode. Cependant, la création, en fait, les dates de création de la Birkenstock coïncident pas mal en fait avec le lien qui est fait entre l'esthétique et le confort dans la mode. Au début du XXe siècle, les chaussures esthétiques s'opposaient, on va dire, plus facilement aux chaussures confortables. Et c'est véritablement en fait dans le milieu du XXe siècle que le confort a commencé à être un argument de vente pour les chaussures. Typiquement, si on prend des exemples, on va dire, stéréotypés, les petites talonnettes sous l'Ancien Régime, c'était pas des chaussures qui avaient l'air super confortables, à tel point que les femmes et les hommes, en fait, se baladaient souvent avec des cannes, en fait, qui leur permettaient de se maintenir. Du coup, si on reprend la notion de liberté, il y a déjà une première dimension qui est le fait de, grâce à des chaussures confortables, pouvoir se mouvoir dans l'espace et dans le temps à sa guise. Mais ce dont j'avais aussi envie de vous parler dans la Birkenstock, c'est de son aspect plat. Si je vous dis ça, c'est parce que je suis allée voir récemment le film Barbie de Greta Gerwig et il y a une scène qui est très évocatrice de ça. C'est une scène où les pieds de Barbie en fait deviennent plats. Elle a commencé à avoir les pieds plats parce qu'elle avait des pensées sombres. Donc pour réparer ce sort, elle a le choix soit de conserver ses talons et du coup de prétendre en fait que ses talons sont naturellement surélevés pour le restant de ses jours, soit d'aller dans le monde réel étant incarné par la Birkenstock. Quand les pieds de Barbie deviennent plats, donc quand ils sont adaptés à la Birkenstock, c'est le moment où elle commence en fait à avoir des émotions et à réfléchir sur sa propre condition. Donc au-delà en fait de la notion de liberté du corps, etc., il y a vraiment une notion de liberté de l'esprit. C'est vraiment le moment en fait où elle prend conscience de son pouvoir d'action, de ses émotions, de ses pensées, où elle commence en fait à réfléchir. J'ai envie de terminer sur ça. Il y a une étude qui a été produite sur comment le talon impacte le recrutement d'une personne. Et pour une même femme, en fait, elle a plus de chances d'être recrutée si elle est à plat. Parce qu'il y a ce stéréotype, en fait, qui, dans les faits, on ne sait pas dans quelle mesure il est justifié, mais d'une femme qui est à plat, c'est une femme qui se repose moins sur ses qualités physiques et plus sur ses qualités mentales. Et du coup, qui éventuellement est plus sérieuse pour un poste. Voilà, je suis pas du tout en train de dire que ces stéréotypes sont vrais ou faux. Mais voilà, c'est quand même intéressant à prendre en compte, surtout quand on pense, parce que moi je pensais personnellement que être en talons c'était beaucoup mieux vu justement dans le monde de l'entreprise et que c'était une norme à respecter. Donc voilà. Ok, donc maintenant qu'on a vu les aspects un peu évidents de pourquoi la Birkenstock émancipe et rend notre pied libre,
on va s'intéresser un peu plus à l'origine historique de la Birkenstock, puisque la Birkenstock a été créée en Allemagne. Moi, ça n'a pas été mon cas, mais il y a beaucoup de personnes qui décrivent leur découverte des Birkenstock en fait à travers les pieds des touristes allemands, qui étaient notamment sujet de beaucoup de moqueries, parce qu'il y avait déjà cette chaussure Birkenstock, mais en plus il y avait de l'ajout de chaussettes en laine parfois. Donc là, ça faisait vraiment un combo explosif qui rendait vraiment le touriste allemand si caractéristique. Et c'est vrai qu'en fait j'avais déjà entendu que les Allemands avaient un rapport au corps qui était assez différent du nôtre. Moi c'était notamment sur le sujet de l'épilation des femmes. Et du coup je me suis dit qu'il fallait peut-être creuser sur ce terrain et se dire en quoi le rapport au corps des Allemands a permis de produire une chaussure telle que la Birkenstock. Ce qu'il faut savoir c'est que si on prend l'histoire la plus récente, le fait de diaboliser les modifications apportées au corps, c'est notamment le résultat d'un régime post-nazi. Puisque dans le régime nazi, en fait, le culte du corps, en fait, se passait notamment par le sport. Et le sport, c'était un moyen de conformer les masses, de préparer les corps au combat, et c'était aussi un instrument de propagande. Du coup, après le régime nazi, en fait, les modifications corporelles, c'était assez mal vu. Et le naturisme a notamment pris beaucoup d'ampleur en Allemagne, et surtout en Allemagne de l'Est, en fait, qui était encore sous le joug du communisme. Et là, voilà, je vous donne l'argument des totalitarismes, mais le rapport entre la nature et le corps, en vrai, il date bien d'avant, puisque de la fin du XVIIIe siècle au milieu du XIXe, il y a une philosophie en Allemagne qui s'appelle la nature-philosophie, qui a pour but en fait d'abolir en fait les frontières entre l'esprit et la nature. On est notamment en fait dans une mouvance scientifique où l'esprit va vachement rationaliser la nature. Par exemple, la nature est faite que de matière, est faite d'atomes, et ce mouvement, il veut inverser la chose. C'est la nature en fait et les évolutions perpétuelles de celle-ci, son aspect quasi divin, qui va venir en fait former notre esprit. Et ça veut dire que lié à la chaussure, encore une fois, c'est pas l'esprit qui va venir rationaliser une chaussure, mais c'est la chaussure en fait qui va venir s'adapter à la nature du pied. J'ai quand même peur que ce détour philosophique soit carrément foireux. S'il y a des philosophes dans la salle, n'hésitez pas à me reprendre, c'est avec grand plaisir. Et donc voilà, les Allemands ont quand même un rapport à la nature, un rapport au naturisme et au corps qui est différent, qui est quand même bien spécifique. Et c'est aussi dans cette mouvance en fait que c'est des précurseurs de l'alimentation bio, des médecines naturelles, etc. Donc si vous associez en fait la Birkenstock à un vieux babos qui mange bio, et ben c'est totalement vrai. Ensuite, on va passer à la partie que je trouve la plus fun, puisqu'on va parler de la Californie et des hippies. Si vous avez retenu les dates de création des Birkenstock, donc 63 et 73, c'est typiquement dans les années hippies. Et si la Birkenstock arrive aux États-Unis, c'est parce que quelques années après la création donc, de la Birkenstock Madrid, une entrepreneure va être séduite par ces chaussures et les importer aux États-Unis. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'elles n'ont pas rencontré un succès de dingue à son arrivée et qu'elles étaient seulement vendues dans les magasins bio. On en revient encore au bio. Je vois bien genre la Birkenstock juste à côté du quinoa. Et pendant que la Birkenstock tente de s'imposer, Woodstock a lieu en 1969. Donc je rappelle quand même que le mouvement hippie, en fait, c'est un mouvement qui conteste les actions de l'État, donc notamment la guerre du Vietnam et la ségrégation raciale qui est menée aux États-Unis. C'est une période qui est quand même particulière pour les pays occidentaux, puisque dans le même temps, il y a mai 68 qui se profile aussi en France. Et donc comme le naturisme, en fait, dans un contexte totalitaire, le mouvement hippie, c'est vraiment un rejet de l'État. Au-delà d'un rejet de la norme, c'est vraiment on rejette ce que l'État fait. Et du coup, si on reprend ces notions voilà, de libération, d'émancipation, c'est vraiment le fait voilà, de libérer l'individu des structures qui pèsent sur lui, notamment l'État, et pour aller voilà, flâner en Birkenstock et libérer son esprit de toutes les contraintes au prix des psychédéliques. Voilà. Et la croyance en fait à cette libération, elle est notamment permise, vous allez comprendre le lien ensuite, par l'avènement de Internet, qui, dans la croyance hippie, en fait, va justement permettre de créer une communauté mondiale où tous les individus seront en harmonie, interconnectés entre eux. Et parmi ces grandes figures, en fait, du progrès technologique en Californie, il y a le fameux Steve Jobs. Il faut savoir que les Birkenstock de Steve Jobs se sont vendus plus de 200 000 $. Et bien que Apple, aujourd'hui, ça soit vraiment une figure de la surconsommation, du capitalisme, etc., à l'époque, Steve Jobs a quand même construit la marque dans une idée de contre-culture. Puisque un des slogans de Apple, c'était quand même un moment « think different », donc penser différemment.
Et même si encore une fois aujourd'hui on pense que l'iPhone ou le Mac c'est surtout un objet très esthétique, c'est avant tout en fait un objet qui a été conçu pour être pratique. Et finalement je trouve que porter une chaussure aussi simple et durable que la Birkenstock, ça rentre bien en fait dans le cliché on va dire de cette super entrepreneur, vous savez, qui est habillée toujours avec le même t-shirt et le même pantalon de couleur neutre, comme si à l'image de Barbie, il devait abandonner toute fantaisie en fait stylistique pour laisser en fait son esprit être poussé au maximum sans qu'il ait ce souci en fait de forme de coquetterie. Oui, je viens vraiment de faire un lien entre Barbie et Steve Jobs. Voilà, ça c'est l'image que ça nous renvoie, hein. Je dis pas que c'est lié ou pas lié, mais voilà, il y a encore une fois dans ces grandes figures qui portent des Birkenstock, il y a des personnes qui s'inscrivent voilà, dans une contre-culture, dans un rejet d'une norme et dans l'ouverture en fait à une nouvelle voie. Et finalement, après avoir tenté d'expliquer, on va dire, historiquement et socialement ce qui avait pu expliquer l'avènement d'une telle chaussure, j'avais envie un peu de revenir à l'analyse purement stylistique de cette chaussure. Puisque le fait que la Birkenstock se vendait bien auprès de quelques personnes qui mangeaient bio dans les années 80, ok, mais c'est pas vraiment un mouvement de masse. Alors que quand on voit que les ventes de Birkenstock entre 2014 et 2019 ont augmenté de 150%, c'est pas qu'il y a une augmentation des gens qui mangeaient des baies de goji, c'est qu'en fait il y a une récupération de la marque Birkenstock par les marques de luxe. En 1999, c'est Paco Rabanne qui les a remis au goût du jour. En 2012, c'est la marque Céline qui a produit des sandales en fait fourrées qui n'étaient pas sous le nom de Birkenstock mais qui ressemblaient vachement aux célèbres sandales, pour finalement qu'en 2019, Valentino fasse un partenariat officiel avec la marque Birkenstock. Si on parle des Birk Valentino, la véritable heure de gloire pour Birkenstock, c'est quand Frances McDormand les a portés aux Oscars. Considérant toute l'explication qu'on a fournie avant, Frances McDormand, c'est quand même pas n'importe quelle actrice. Dans le sens qu'en 2019, elle était sur le tournage de Nomadland, film pour lequel elle a reçu un Oscar 2 ans après. Et ce film, il porte quand même sur l'histoire d'une femme nomade, pauvre, qui traverse les États-Unis dans son van. Pour préparer ce film, elle a dû passer elle-même plusieurs mois en fait à vivre cette vie en van. Et là, je trouve ça intéressant dans le sens que c'est pas Brad Pitt qui se ramène en Birkenstock, quoi. C'est une meuf quand même qui a vécu un mode de vie nomade. Donc, Birkenstock de luxe, oui, mais pas porté par n'importe qui. Pour en revenir à l'analyse stylistique des Birkenstock, le fait que ce soit une chaussure qui revienne à la mode, c'est parce que ça s'inscrit en fait dans un mouvement plus général qui fait que la mode ramène ce qui est considéré comme moche sur le devant de la scène. À ce sujet, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Fashion Quiche sur le sujet, sur pourquoi le moche est à la mode. Pour le coup, elle a vraiment une formation dans le monde de la mode que je n'ai pas. Donc je vous conseille d'aller voir ça pour une explication plus détaillée sur ce mouvement. Mais ce qui est sûr, c'est que dans une analyse sociale, il y a un mouvement que j'ai vu qualifier, et je suis assez d'accord avec cette qualification, de poverty chic. Donc pauvre chic. Plein de choses en fait qui sont associées à une classe pauvre, mais qui sont aussi associées à une certaine forme de vulgaire. Il y a eu le retour du léopard, il y a eu le retour des chaînes en argent, les Birkenstock, bien évidemment, les Crocs, les petites lunettes, le bob, la banane, et ça fait une dizaine d'années quand même que ça se propage. Et pour le coup, je trouve que l'analyse de Alice Pfeiffer dans Le goût du moche est vraiment pas mal en termes de classe sociale. Quand un article de mode en fait est rejeté par la classe populaire, typiquement voilà les petites lunettes ou le mulet, enfin je veux dire c'est quelque chose qui était porté dans aucune sphère de la société. Quand vraiment ça c'est totalement rejeté, c'est récupéré en fait par les classes dominantes pour en faire un objet de distinction, un objet de subversion. Voilà, pour affirmer une position, parce que si je peux me permettre de porter ça, c'est parce que je suis riche et parce que je ne crains pas la moquerie. En tout cas, ce qui est intéressant par rapport à notre analyse de la Birkenstock et ce qu'Alice Pfeiffer nous dit, c'est que le moche, finalement, c'est un élément de distinction, mais c'est aussi un élément justement de subversion. Dans le moche, dans l'esthétique, il y a une dimension punk, si on veut. C'est-à-dire que ce qu'on raconte dans le livre, c'est le moche, c'est tout ce qu'on n'arrive pas à circonscrire, c'est tout ce qui déborde, c'est tout ce qui suinte, c'est tout ce qui klaxonne, tout ce qui explose entre nos mains, qu'on n'arrive pas exactement à cadrer. Et donc de l'adopter, finalement, c'est de reconnaître qu'il y a peut-être une dimension normative et oppressante dans le beau. Oui. Le beau, c'est aussi la garantie de l'hygiène, c'est la garantie d'un savoir-faire, d'une histoire occidentale. Donc faire le contraire, c'est aussi reconnaître ça. En fait, le moche dit beaucoup de nous. Oui. Peut-être même encore plus que le beau. Ouais. Pourquoi ?
Il faut se poser la question. Moi, quand je faisais le livre, je me disais, bon, je porte des Crocs du marché de Montreuil pour aller au défilé Chanel, comme c'est drôle. Et après, je me suis dit, est-ce que c'est drôle ou est-ce qu'au contraire, c'est puant et complètement snob? Ouais. Parce qu'en fait, si j'y vais, c'est que, un, j'ai pas peur de pas rentrer. Deux, j'ai pas peur de l'association de plouc, de beauf, de loser. Quelque part, j'ai assez confiance en moi pour me dire, ça va passer. Donc, à qui, qu'est-ce que je dis? À qui? Qu'est-ce que j'aide? Avec qui je suis solidaire? Et donc, avec qui est-ce que je marque une rupture, finalement? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Si jamais vous avez des anecdotes par rapport à vos Birkenstock, genre comment vous les avez découverts, qu'est-ce que vous avez vécu avec, honnêtement, ça m'intéresse. N'hésitez pas. Et sinon, voilà, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner. C'est toujours avec grand plaisir aussi que je lis vos commentaires. Donc voilà. À très bientôt. Je vous laisse parce que je dois acheter des nouvelles Birkenstock. Wouhou! I can't believe I made a video about sandals.